On va essayer de tenir sur un timing un peu plus court que 23 heures. Vous avez parfaitement évoqué en fait le plan qu'on va dérouler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas d'avant les JO jusqu'à se projeter après les JO. Pour commencer sur la première table ronde, on va être plutôt sur un état des lieux, état de l'art. Et pour cela, j'appelle Frédéric Guilbert, responsable RSE de Aropaport, Rodolphe Soucaré, qui est adjoint au maire de Port-Marly, oui, qui est là-bas, et donc Emmanuel Barra, qui est le président de E2 Énergie. Je vous en prie, asseyez-vous là par exemple. Voilà, donc pour commencer cet état des lieux, je vais me tourner vers vous, donc Frédéric Guilbert, pour parler un peu de ce que fait Aropa avant d'en arriver à l'effet JO et à l'accélération d'un certain nombre de politiques mises en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont déjà les actions pérennes mises en place par Aropa, notamment en termes de réhabilitation des ports ou des berges? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au niveau d'Aropaport Paris. Donc Aropaport Paris, notre mission déjà, c'est de développer les modes de transport alternatifs à la route, que ce soit la voie ferrée et puis le fluvial en particulier. Et donc, dans notre rôle de mission de développer ce transport fluvial, on aménage, on exploite des ports. Et c'est des ports qui sont souvent au cœur des villes. Donc, au-delà de notre rôle de développer le transport fluvial, on doit aussi prendre en compte les attentes des habitants, les attentes des collectivités quand on aménage ces ports. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus. On essaye de faire en sorte que nos réhabilitations permettent une ouverture à la ville, permettent d'améliorer son accessibilité, permettent aussi aux habitants de se réapproprier les ports. Donc, je voulais parler tout d'abord de l'exemple du port de Boulogne-le-Grand qui a été réhabilité récemment. Donc c'est un port sur lequel on a une activité fluviale. Donc on a ce qu'on appelle un quai à usage partagé, qui est un quai qui peut être utilisé par toutes les entreprises. Et ça permet donc de faire du chargement, déchargement de marchandises sur les bateaux et donc d'utiliser la voie fluviale et d'éviter les camions dans la ville. Donc ça a un rôle essentiel. Mais on a souhaité dans le cadre de la réhabilitation, donc déjà avoir une réhabilitation qualitative et puis ouvrir le port sur la ville en aménageant des espaces donc qui sont ouverts à la promenade. Le quai lui-même, en dehors des heures d'exploitation, est ouvert au public. Et on a fait, comme vous pouvez le voir, des aménagements qualitatifs et un peu récréatifs, donc avec aussi des nouveaux usages. On va accueillir sur ce port des activités plus de loisirs, de restauration. On a aussi aménagé une escale à passagers pour le transport de passagers. Et cette escale a été équipée d'une borne d'alimentation électrique, qui est donc un autre projet qu'on a aussi de déployer plus largement les bornes d'alimentation électrique sur les quais, qui permettent donc aux bateaux, lorsqu'ils sont à quai, de se brancher et d'éviter des nuisances. Voilà, donc ça participe du verdissement aussi du transport fluvial. Voilà pour l'exemple de port de Boulogne, pardon. Qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, qui a été inauguré il y a très peu de temps. Je voulais aussi parler d'une autre réhabilitation qui a aussi été, dont l'inauguration a eu lieu il y a un mois à peu près, 1 ou 2 mois. C'est la réhabilitation des berges du port de Bonneuil. Donc là, c'est aussi pour illustrer que dans le cadre de la réhabilitation, on prend en compte l'environnement et la biodiversité. Donc sur un port comme Bonneuil, qui est une grande plateforme portuaire, les berges qui sont en marne, on devait les réhabiliter parce qu'on avait des problèmes d'érosion. C'était une berge qui était artificialisée majoritairement avant. Et on a, dans le cadre de cette réhabilitation, utilisé des techniques mixtes et on a diversifié les habitats tout au long de la berge, que ce soit en crête de berge ou même jusqu'aux habitats piscicoles qu'on a recréés aussi à proximité de l'eau. Donc ce sont des aménagements qui vont permettre d'améliorer la fonctionnalité écologique de la berge. On avait fait ça déjà sur la partie aval du port, là on l'a fait sur l'amont. Et la nouveauté, c'est aussi qu'on a aménagé un circuit, un chemin pédestre pour pouvoir profiter aussi, que les promeneurs puissent profiter de ces aménagements. Et ça, c'est aussi parce qu'on a fait un long travail de concertation avec le territoire avant pour créer ce projet de réhabilitation. Donc on essaie d'allier différents usages, donc là en l'occurrence la promenade et aussi l'amélioration de la biodiversité. Oui, ça c'est des choses qui se font beaucoup en lien avec le territoire du coup pour voir quels usages il faut arriver à mélanger sur chaque site.
Tout à fait. Et donc la concertation qu'on peut voir dans le cadre de ces deux projets a été essentielle. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. C'est que ce soit sur nos projets d'aménagement ou sur nos ports en exploitation, on a un dialogue avec le territoire qui est très important. Alors sur les projets d'aménagement, on va en amont concerter, discuter des choix d'aménagement. Et sur les ports en exploitation, notamment sur nos grands ports, comme Gennevilliers, Bonneuil ou Limay, on a ce qu'on appelle des instances permanentes de concertation, qui sont des instances où les gens se réunissent et peuvent discuter de la vie du port, des projets, et puis participer même à certains des projets. Par exemple, sur le port de Bonneuil, ils ont participé à un travail sur la signalétique. On a aussi un observatoire de la biodiversité. On a des choses comme ça qu'on construit avec le territoire pour aussi que nos ports soient mieux acceptés et mieux partagés. Merci. Rodolphe Soucari, vous êtes adjoint au maire de Port-Marly. Vous êtes adjoint aux travaux, aux grands projets à l'environnement. Et ce sujet donc de réappropriation des berges, d'intérêt pour la qualité de l'eau, c'est quelque chose que vous avez vu émerger, vous, plutôt à la fin des années 90, un intérêt des communes qui ont commencé à se réapproprier ce sujet? Bonjour à tous. Oui, alors, en tant que témoin, c'est-à-dire parce que je suis un habitant du fleuve, je vis sur l'eau depuis 1991. Déjà, je peux dire que le fleuve a changé de physionomie. C'est-à-dire que, ne serait-ce que les pollutions ont été solutionnées de manière assez drastique, entre autres les pollutions industrielles. Et pour les personnes âgées, pour les vieux mariniers par exemple, ils n'ont jamais vu le fleuve aussi propre à l'heure actuelle. Ça c'est pour moi. Au niveau de la politique de la ville, donc là c'est l'élu qui parle, le principe de la réappropriation, en fait, on le sait pendant on va dire pendant tout le XXe siècle, on va dire qu'on s'est beaucoup détourné du fleuve. Les collectivités ont tourné le dos au fleuve. Et en fait, on va dire que depuis les années 95, les communes ont redécouvert qu'elles étaient traversées par un joyau qui était la Seine. Et elles ont essayé, certaines, de retravailler, de reconquérir leurs berges. Je suis désolé, je suis un peu ému. Moi, j'ai participé en fait à cette reconquête des berges à travers des travaux à la fois sur le port Marly, de réalisation d'une liaison douce sur le cheminement qui est la servitude de halage normalement, et aussi on a permis de bouger un peu le barycentre de la ville en faisant une reconquête sur l'île, en construisant une passerelle piétonne qui permet d'accéder à l'île et à faire des aménagements en fait pour les Marlyportains de manière à réinvestir les abords du fleuve. Et je dois dire que on a aussi fait des travaux sur le centre-ville. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses qui ont été réalisées de manière à mieux vivre aussi autour du fleuve. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces travaux-là ont eu une incidence dans le cadre de vie, mais aussi dans le voisinage des villes riveraines, des villes en partage, qui ont la Seine en partage. On a permis en fait de faire des ponts. L'aménagement du chemin de halage a permis en fait aux Alpicois de rencontrer les Marlyportains et inversement. Et ça a été flagrant, c'était très étonnant. Donc on se rend compte qu'en fait, ne serait-ce que des aménagements autour du fleuve, en fait, permettent un mieux vivre. Et créer du lien entre les communes. Oui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Rodolphe Soucari disait que le fleuve n'a jamais été aussi propre. Emmanuel Barra, vous, quelle est un peu votre vision, vous, notamment sur la situation des ports? Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens
expliquer ma présence par l'absence de M. Léandri, qui s'excuse, qui est donc président secrétaire général de E2F, et que je représente aujourd'hui au titre des entreprises fluviales de France, et également aussi au travers de l'activité qui est la nôtre concernant la problématique des déchets. Donc, donc depuis, moi j'ai une quinzaine d'années de recul sur la Seine, donc je reconnais qu'effectivement ce fleuve devient plus propre et s'améliore. Et à la fois, je ne crie pas victoire. Voilà, je ne crie pas victoire et je pense qu'il y a des gros travaux à faire. Je vais juste citer pour ça, puisqu'on fait l'état des lieux. Donc, une de nos activités, donc, on a 4 activités. Une activité qui est distribution des énergies. On est énergéticien, donc on distribue les énergies pour la propulsion des bateaux. Et on fait un gros travail là-dessus pour maintenant utiliser de plus en plus des produits qui ne soient pas d'origine fossile. Et nous progressons. Et pour les Jeux Olympiques, il y a un projet important en cours. On espère que ça va aboutir. C'est pas simple. Le deuxième métier que l'on a, c'est le métier de l'accastillage, donc tout le matériel nécessaire pour la vie à bord des bateaux. Donc nos clients sont les bateliers, sont les bateaux passagers, les bateaux hôtels, sont bien sûr les bateaux de transport de marchandises, vrac et liquide, mais aussi beaucoup dans ce domaine de l'accastillage, beaucoup aussi de plaisance. Donc on a une vision assez large des acteurs qui aujourd'hui sont plutôt sur le fleuve que sur le bord du fleuve. Et puis la dernière activité, c'est effectivement la collecte des déchets en navigation intérieure. Donc nous sommes titulaires de la station de collecte des déchets de navigation intérieure de Strasbourg. Il y a un grand projet national de développer cette CDNI via aussi VNF, mais ça je laisserai Stéphanie aborder sûrement peut-être ce sujet, et qui est très attendu depuis très longtemps, puisque la France est la seule à avoir qu'un seul lieu de collecte, alors que dans le nord de l'Europe, on atteint peut-être plus de 1000 stations qui collectent les déchets. Donc pour faire le retour arrière et un peu travailler, comme vous me le demandez, sur l'état des lieux, l'état des lieux, c'est le problème de l'incivilité. Vous parlez que petit à petit, les choses ont changé. Je pense que les navigants ont stoppé leur incivilité depuis longtemps. Les bateaux sont équipés maintenant même de bateaux passagers, hôtels sont équipés de récupération des eaux sales et ont à bord des équipements style station d'épuration. Et c'est obligatoire dans leur construction. Et je pense que c'est important de le partager, parce que c'est un effort énorme en termes de coûts et d'investissement. Que de plus en plus, nous ramassons, nous, toutes les huiles usagées noires, donc il n'y a plus d'huile de vidange qui sont jetées dans les fleuves. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est collecté, même s'il n'est pas collecté par une CDNI, il est collecté par les distributeurs d'énergie qui récupèrent en contrepartie aussi l'ensemble de ces déchets huileux, graisseux, filtres, etc. Et qui partent dans la filière de traitement des déchets auprès de Chimirec, auprès de Veolia, sans les citer toutes les sociétés qui sont cette habilitation de collecte de déchets. Moi, j'ai une expérience un peu plus douloureuse que simplement pour partager avec vous, et je pense que ça appelle aussi à toutes les collectivités d'y réfléchir. L'incivilité, si elle ne vient pas de l'eau, mais elle existe peut-être encore un peu, mais je pense assez rare, l'incivilité, elle vient beaucoup du bord de l'eau. Donc, et elle vient du bord de l'eau, et les champions du monde qui ont permis de constater ça, c'est le métier qui est devenu le mien, de ramasser les bicyclettes et les trottinettes au fond des canaux de Paris. En l'espace de 2 ans où nous avons contracté ces contrats, nous avons équipé un bateau qui est spécifiquement fait pour ramasser ça. On a fait la démarche de transformer ce bateau en électrique. Aujourd'hui, c'est le premier bateau électrique de service retenu pour les Jeux Olympiques au titre de bateaux de service, notamment pour la gestion des pontons qui vont être installés le long de l'ensemble de la Seine intramuros pour les athlètes monter et descendre des bateaux. Et nous avons ramassé en moins de 2 ans plus de 1000 unités jetées dans les canaux. Et je ne parle pas dans la Seine. Donc ce qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle les déchets immergés. Et les déchets immergés, c'est-à-dire qu'on ne voit plus sur le bord des routes, dans les collectivités, ça a été géré.
On ne voit plus de déchets d'ordures, hein, ce qu'on appelait à l'époque je sais plus, ça a un nom bien spécifique, quoi, des décharges, voilà, des décharges qui fumaient, etc. Mais l'invisible est toujours plus sympathique. Quand on veut jeter un déchet, on va le jeter dans l'eau. Et ça a été un très gros travail que l'on fait, et on a ramassé tout ça, et on continue aujourd'hui. On a poussé une étude aussi des déchets flottants. Donc en accord avec VNF, en accord avec Aropa, en accord avec la ville de Paris. Donc on a sorti la première étude des déchets flottants. C'est très complexe le déchet flottant, et j'en appelle aux collectivités à y réfléchir. C'est que le déchet flottant, il ne suit pas simplement le cours du courant. C'est-à-dire qu'on le jette en amont et il descend en aval. Le déchet flottant, il se promène et il remonte les cours d'eau pour aller se cacher dans des niches. Et partout où il y a des petits marais ou des petites darses, des choses comme ça, ça vient s'accumuler. Et je salue le fait qu'effectivement, ce qui a été dit au niveau de la région, de 2 fois par an, une collecte qui est faite pour éveiller, donc c'est de la collecte pédagogique, hein. Je trouve qu'elle est intéressante, on le fait aussi sur les plages. Mais je pense que là, il y a un partenariat qui doit être fait entre, pas simplement VNF qui doit s'en occuper, pas simplement nous en tant qu'acteurs privés qui devons ramasser. Il doit y avoir vraiment un travail avec les collectivités territoriales, avec les communes qui sont en bord de fleuve. Et là, c'est vraiment un appel à pouvoir se rencontrer pour expliquer la problématique et accompagner cette problématique, parce que c'est possible. Merci. Ces gros déchets, on en reparlera un peu après. Là, on va continuer sur le sujet de l'assainissement que vous avez évoqué aussi. Du coup, Frédéric Guilbert, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que Aropa a fait justement avec l'accélération des Jeux Olympiques pour améliorer ce sujet de l'assainissement des bateaux en bord à quai ? Oui, une démarche qui a été accélérée par les JO chez nous, c'est effectivement la création de réseaux d'assainissement pour les eaux usées sur tous les ports du Bief de Paris. Donc, c'est une démarche qu'on avait déjà engagée il y a quelques années. L'objectif, donc, c'est de créer des réseaux d'assainissement pour que les bateaux amarrés se raccordent et qu'il n'y ait plus aucun rejet en Seine des bateaux. Donc l'objectif, c'est la reconquête de la qualité des eaux, bien sûr. C'est aussi la protection de la prise d'eau potable de Suresnes, juste en aval de Paris. Et puis, comme on le disait, avec les JO, on a accéléré notre calendrier pour, dans un premier temps, équiper en priorité tous les ports qui étaient situés sur et en amont du périmètre de JO. On avait donc une échéance de mi-2022 pour équiper ces ports-là, puisqu'après, les bateaux, dans le cadre de la loi olympique, ont 2 ans pour se raccorder. Donc, pour être prêt pour les JO, il fallait tout équiper à mi-2022, ce qui a été fait. Et d'ici fin 2025, l'objectif, c'est d'équiper vraiment tout le Bief de Paris de réseaux d'assainissement. Donc, on est déjà très, très bien avancé. Aujourd'hui, dans le périmètre JO, on a 117 bateaux qui sont amarrés. Et sur ces 117 bateaux, on en a un peu plus de 85% qui sont raccordés. Donc, il reste plus qu'une quinzaine de bateaux aujourd'hui à raccorder. Donc, on est vraiment en bonne voie. Et puis, globalement, sur l'ensemble du périmètre de Paris, on est, je crois, à 75% à peu près de raccordement. Donc, c'est une démarche qui avance bien. Et pour le coup, les JO ont vraiment été un accélérateur. Voilà. Donc, bien sûr, cette opération, elle rentre dans le cadre du plan d'action baignade, qui est un plan d'action beaucoup plus vaste, présidé par préfet de région et la mairie de Paris, aux côtés donc différentes actions qui sont en vue de rendre la Seine baignable pour les JO et au-delà, bien sûr. Oui, au-delà, et puis ce qui serait intéressant aussi, ce qui est intéressant d'évoquer, c'est aussi au-delà du périmètre finalement JO qui est très centralisé sur Paris. Et ça, Rodolphe Souqueret, vous avez expérimenté une solution du coup de barge de phytoépuration. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que ça pourrait être une solution pour étendre cet assainissement au-delà du périmètre actuel. Alors au départ, notre idée c'était donc c'était sur le mandat précédent. La municipalité portait l'idée de s'occuper de l'assainissement des bateaux, enfin de la gestion de leurs eaux usées. D'abord par un raccordement au tout à l'égout, hein, c'était notre idée au départ. Il se trouve que la commune du Port-Marly, elle est en aval du barrage de Bougival. Et en fait, il se trouve qu'il y a un marnage de 3,20 m. Et on a les bateaux qui sont sous les collecteurs. Et entre autres, un collecteur intercommunal qui passe sur le chemin de halage. Donc on pourrait se dire, super, on pourrait se brancher dessus. Sauf que ce collecteur est très souvent en surcharge parce que
alimenté par un réseau unitaire en amont. Et en fait, se raccorder devenait une usine à gaz, raccorder les bateaux, c'était un truc assez compliqué. Et alors avec des jeux de bassins, tampons, enfin, et quelque chose qui financièrement, en fait, pour la commune, était irréalisable. Et on a cherché une solution, on va dire alternative. Et à l'époque, j'avais entendu parler sur la Vilaine d'une opération en fait de filtration avec des roseaux plantés sur une sorte de ponton un peu aménagé comme ça, et qui avait été réalisé par Aquatiris. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré aussi Julie Percelet, qui était la chef de la police de l'eau, pour en discuter avec elle, parce que je voulais pas du tout essuyer les plâtres, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'un peu sensé, qui soit pas... Et en fait, j'étais un peu surpris par notre rendez-vous, parce qu'elle m'a poussé en fait, à réaliser une opération pilote, qu'on a réalisée avec le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye. Je dois dire que ça a pris 3 ans. On a construit les barges. Et là, on arrive à la fin de l'opération. Et c'est assez concluant, voire très concluant. Puisque en mettant un filtre UV, déjà, on a un bon abattement bactériologique. Donc ça, c'est plutôt bien. Juste l'assainissement, c'est-à-dire le filtre planté. Mais il se trouve qu'avec le filtre UV, on arrive vraiment avec de l'eau où le taux d'Escherichia coli et le taux d'entérocoque est ridicule. Il est moins important que l'eau potable. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça fait partie ça a été enfin voilà. On a mis ça. On a fait une barge double qui a été construite pour accueillir les eaux usées de 2 péniches et une barge simple. Et en fait, on a fait donc, toutes les analyses, enfin l'étude, un suivi de ces filtres plantés. Le gros avantage qu'on a, c'est que ce sont des assainissements à la source, ce qui fait que la manière dont l'eau est souillée par les habitants du fleuve, elle n'est pas souillée comme quelqu'un qui a un lavabo où en fait les effluents disparaissent et c'est magique. En fait, on peut vider sa bouteille de white spirit et en fait on se fiche de ce qui se passe plus tard. Là, c'est un jardin planté qui est juste à l'orée du bateau, et donc ça veut dire qu'en fait leur manière d'usage de l'eau potable en fait est plus responsabilisée entre guillemets. C'est assez intéressant aussi dans le sens où il y a une obligation en fait d'alimenter la barge. Évidemment, si les eaux usées n'alimentent pas le jardin va mourir. Donc on est sûr en fait d'avoir cette alimentation. Et l'autre chose aussi, Julie Percelet ce qui l'intéressait, c'est que c'est un système en fait qui permettait de continuer l'assainissement même en cas de montée des eaux relativement importante, puisque c'est un système qui flotte. Et ça, c'est assez intéressant. L'autre chose sur laquelle elle avait... alors moi, je ne savais pas du tout. Hein. J'ai appris, ça a été un peu une aventure. J'ai découvert qu'en fait, c'est un assainissement qui est assez puissant. C'est-à-dire qu'au niveau des agréments, ils sont tout en haut. Et c'est très rustique, c'est-à-dire que ça demande très peu d'entretien. Un curage des boues, suivant les effluents, au bout de 10-15 ans, éventuellement. Ce qui est plutôt intéressant. Et sinon, le faucardage, c'est-à-dire en fait, on coupe les roseaux pour l'hiver, mais ce n'est pas forcément obligatoire. La dernière chose qui est intéressante aussi, c'est d'avoir un système qui est décorrélé du corps du bateau. En fait, les systèmes d'assainissement embarqués, le gros problème, c'est que très souvent, ce sont des systèmes relativement fragiles qui demandent énormément d'entretien si on veut que l'assainissement se passe bien. Et là, le gros avantage, c'est que, en fait, comme c'est décorrélé de l'emprise privative du bateau, ça veut dire que ça peut être aussi entretenu éventuellement par la collectivité.
et pour s'assurer du bon fonctionnement de l'assainissement. Voilà. Ça démontre qu'il y a donc des solutions au-delà du réseau d'assainissement classique. Oui, alors l'idée, c'est évidemment, c'est de pouvoir, en fait, au Port-Marly, je ne l'ai pas dit, mais il y a une autre partie, en fait, de la zone de bateaux stationnaires où il n'y a pas du tout, en fait, de collecteur. Donc, évidemment, poser un collecteur suffisamment profond pour pas se retrouver, en fait, avec un retour intempestif des eaux, enfin... Tout ça fait qu'au fond, quelque part, avoir une solution alternative, peut-être pour certains endroits, pour certains sites, ça vaudrait le coup. Merci. Monsieur Barra, vous vouliez aussi intervenir au sujet des équipements de sécurité des ports. Du coup, qu'est-ce que vous vouliez évoquer à ce sujet ? Je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire, je trouve formidable, pour dire qu'il y a 3 aussi actions menées, alors tout à fait différentes de la vôtre, mais qui va dans le même sens. Une dans le port de Strasbourg, une qui va émerger dans le port de Lyon et une qui va émerger, on l'espère peut-être, dans le port de Paris. C'est la collecte par bateau, c'est-à-dire qu'on va amener effectivement des bateaux qui vont collecter les eaux grises ou les eaux brunes, telles que vous le nommez, notamment pour les bateaux passagers, parce que c'est important, lorsqu'ils ne sont pas connectés aux égouts. Donc il y a de plus en plus de connexions aux égouts, en tout cas dans les grandes villes. Ça n'est pas vrai partout. Donc on va essayer aussi, voilà, ces trois projets en cours, donc je trouvais positif d'en parler. Et un qui marche très très bien, c'est dans le port de Strasbourg. Il y a un bateau qui fait 350 mètres cubes de capacité et qui collecte tous les jours des eaux grises, des bateaux passagers, des bateaux logements, etc. Donc la rivière s'est organisée par rapport à ça et voilà, je voulais le souligner. En termes pour parler de la sécurité, je pense que la rivière, les hommes du fleuve, les gens, ce que nous sommes, moi qui suis aussi un homme de la terre, je considère qu'il y a une immense distance entre les collectivités et les acteurs, qu'il y a un vrai savoir sur les acteurs, sur les problématiques qui sont les leurs par rapport au fait d'arriver sur un quai. Qu'un quai, ce n'est pas simplement un quai pour un bateau pour qu'il soit là en attente, c'est aussi un quai, c'est aussi un lieu de sécurité ou de mise en sécurité par rapport à un bateau qui navigue et qui serait à un moment donné en problématique d'avarie. Donc moi, c'est de demander aussi aux collectivités de prendre en compte que ce qui se passe devant chez eux, n'importe où ça se passe, c'est aussi un lieu de mise en sécurité des hommes du fleuve, d'un transport qui est un transport le plus écologique aujourd'hui, reconnu par l'ADEME et reconnu par un certain nombre de démonstrations mathématiques. Donc aujourd'hui, un bateau qui transporte des caisses, 300 ou 400 caisses ou 500 caisses, ça remplace 400 à 500 camions sur les routes. Donc on va ouvrir le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, si vous regardez l'autoroute A1, c'est des centaines et des centaines de camions qui se garent même sur le bord de l'autoroute tellement il n'y a pas de place dans les parkings. Donc c'est vraiment la possibilité de remplacer. Donc moi je pense que les collectivités à cet endroit, et c'est un appel que je fais, c'est de pouvoir mettre en place et de demander des conseils de qu'est-ce que c'est de mettre de la sécurité pour des bateaux, qu'est-ce que c'est de vivre aussi avec le fleuve et pas simplement justement écarter le fleuve en pensant que le fleuve est un handicap. Le fleuve demain, à Paris, fera, et c'est ce qui se passe avec Ikea, c'est ce qui se passe avec Franprix, c'est ce qui se passera avec d'autres sociétés demain, c'est le transport intra-urbain de courte distance fait par des vélos électriques, fait par des camions électriques à l'intérieur des agglomérations. C'est le transport de hubs importants de stockage pour Ikea, par exemple, qui vient au cœur de Paris, par bateau. C'est tranquille, ça ne crée pas d'embouteillage. Les énergies utilisées demain feront de moins en moins de pollution. Donc je pense, voilà, c'est de dire que toutes les collectivités ont là-dessus une responsabilité pour sécuriser les bateaux vers les quais et que les quais s'organisent pour pouvoir recevoir aussi ces bateaux lorsque c'est possible. Un ensemble d'éléments à mettre en place pour une logistique urbaine vertueuse. Absolument. Merci. Vous voulez redire un mot, monsieur Soucare? Oui. Juste, en fait, une chose est sûre, pour des lendemains meilleurs. Clairement, le transport fluvial, c'est le transport du futur. C'est celui qui demande le moins d'énergie, qui peut transporter les plus grandes capacités, en fait. Et donc, évidemment, ce genre d'initiative, c'est franchement intéressant.
Ce qui va être en partage, ça va être évidemment les bords de Seine. Il y aura des endroits où ce sera des aménagements pour le public, d'autres certainement des plateformes pour pouvoir accueillir le fret fluvial. Enfin, voilà. Merci pour votre participation.